Donc, je reprends. Bonjour à tous et bonjour à toutes, et merci d'être là avec nous pour cette session sur la culture dans cette salle absolument magnifique. Cette session est organisée par le Cercle des économistes que je préside et qui, chaque année, organise des rencontres d'économie à Aix-en-Provence. Et donc, on est très heureux de participer aussi à ces rencontres de l'histoire chaque année. Voilà, donc une rencontre sur la culture et sur le financement de la culture, sur l'évolution de ce financement. Alors, je vais dire quelques mots d'introduction avant de présenter les 4 participants qui ont accepté de contribuer au débat et ensuite d'ouvrir à la salle pour quelques questions. Donc, quelques mots d'introduction. On est dans un contexte évidemment tout à fait particulier, puisqu'il s'agit de parler d'argent, de culture et d'argent. Et le contexte financier, vous le connaissez tous, hein, c'est dans tous les journaux, une crise majeure des finances publiques, qui n'est pas seulement une crise pour les finances publiques au niveau de l'État, mais des difficultés aussi très grandes, déjà existantes et sans doute à venir pour les collectivités locales. Selon une note de l'Observatoire des politiques culturelles, qui est une note toute récente de juillet dernier, ce sont près de 50% des régions, départements, communes et métropoles qui ont diminué entre 2024 et 2025 leur budget consacré à la culture. Et seuls 22% l'ont un peu augmenté. Alors, tous les domaines culturels sont concernés, et ils sont concernés de manière assez frappante, beaucoup plus qu'en 2024, on avait déjà ce phénomène. Par exemple, les festivals et événements voient une baisse du côté des collectivités locales de environ 36% de leur budget de fonctionnement. Pour le spectacle vivant, c'est moins 35%. Pour les actions d'éducation artistique et culturelle, moins 31%, etc. Donc, une situation qui est quand même de grandes difficultés. Et puis, pour prendre un exemple parmi d'autres, la présidente Christelle Morancé des Pays de la Loire a annoncé, et ça a été très médiatisé, une très forte baisse des subventions à la culture en évoquant les associations culturelles qui sont sans doute trop politisées et qui vivent de l'argent public, je cite. Et donc, on se retrouve dans cette double situation de difficultés financières, mais qui sont aussi manifestement des questions d'idéologie, de choix politiques, de choix de société, etc. Et donc, mon hypothèse, et c'est de cela que nous allons notamment discuter, c'est celle d'une révolution silencieuse et qui vient sans doute de loin et de plus loin que ces 2 dernières années. Une transformation du rapport public-privé dans le champ de la culture, un déplacement des frontières. Alors jusqu'ici, il y avait des domaines qui étaient hors subvention, en tous les cas qui n'en dépendaient que très peu. Ce sont les industries culturelles qui sont des industries privées, même s'il y avait des régulations, et puis quand même des aides d'une manière ou d'une autre. Et puis de l'autre côté, tout un secteur qui, lui, dépend largement de la subvention. Je pense aux musées, je pense à une part du spectacle vivant. Pas tout le spectacle vivant, on y reviendra. Le privé s'est invité dans la sphère réputée publique. Et c'est un changement très profond avec l'intervention de structures de gestion privées, avec de nouvelles structures, et on en parlera tout à l'heure, avec des fondations, avec un appel de plus en plus fort au mécénat et avec sans doute un moindre poids de la subvention. Alors quelques éléments pour illustrer cela très rapidement. Pour ce qui est de l'intervention de structures de gestion privée, un exemple, une qui est très connue, qui s'appelle Culture Espace, qui existe depuis 1990 en fait, hein, et qui intervient au Palais des Papes à Avignon, ou à l'hôtel de Caumont, justement à Aix-en-Provence, ou au musée Jacques Marandré, pour donner quelques éléments. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi de nouvelles, et vous en parlerez avec la Fondation du patrimoine, j'y reviendrai tout à l'heure, de nouvelles manières de concevoir l'intervention sur, par exemple, des monuments historiques, qui peut passer par des modes de financement qui ne sont pas strictement publics. Et puis, il y a les fondations. Alors, les fondations, et on en parlera, chère Isabelle,
des fondations. Ce phénomène, lui non plus, n'est pas inédit. Pensez à la Fondation MAG, créée en 1954. Mais depuis, il y a eu une multiplication des fondations et elles sont aujourd'hui tout à fait nombreuses. Est-ce que je vais les citer toutes? Non, loin s'en faut. Quelques exemples, la Fondation Cartier, Lafayette Anticipation, la Fondation Sédou Pathé, puis il y a des fondations pas seulement à Paris, l'UMA à Arles, Édouard Leclerc à Landerneau, etc., etc. Donc là aussi, un paysage qui évolue grandement. Mais avec des questions, il ne faut pas être angélique par rapport à cela, plein de questions qui vont se poser pour les institutions publiques. Par exemple, est-ce que la multiplication des fondations implique qu'une part de l'argent privé que des mécènes particulièrement sensibles à l'art donnaient à différentes actions artistiques, est-ce que cet argent ne va pas aller exclusivement dans leurs fondations ? Est-ce que la concurrence ne va pas se renforcer entre les établissements publics pour le mécénat que je pourrais qualifier de restant? Est-ce que les nouvelles concurrences qui se déploient avec les établissements publics vont concerner aussi les publics, la fréquentation? Est-ce que le pouvoir de négociation des fondations, qui est très fort pour obtenir par exemple des prêts d'œuvres à l'échelle internationale, ne va pas affecter les moyens des institutions publiques, etc., etc. On pense au budget des expositions et surtout peut-être aussi à la marge de manœuvre beaucoup plus souple dans une fondation que dans une institution publique. Donc le monde bouge, c'est ce que l'on va regarder, et il bouge aussi avec l'appel au mécénat, bien entendu. Le mécénat qui pose plein de questions. Le mécénat, c'est évidemment de l'argent privé, en partie 60 à 66%, c'est quand même une partie importante qui peut qui peut donner lieu à des dégrèvements fiscaux, donc c'est aussi de l'argent public d'une certaine manière. On pourra y revenir. Donc il y a une part d'illusion dans la perception qu'on peut avoir dans l'opposition, si vous voulez, privé-public. C'est pas une opposition. On voit qu'il y a une hybridation, on voit que les choses sont beaucoup plus compliquées et il peut y avoir des logiques de complémentarité, des effets de levier entre le public et le privé. Et puis je disais un moindre poids de la subvention. Alors on peut donner l'exemple de la tête de pont des musées nationaux, le musée du Louvre, qui en 1993 tirait dans son budget il avait seulement 29% de ressources propres. Aujourd'hui, c'est au-dessus de 50% ou autour de 50%. Donc on voit que les choses là aussi ont bougé. Alors évidemment, c'est le Louvre, mais ça donne une idée quand même d'une évolution et d'une volonté d'évolution. Donc voilà, et puis à côté de ça, on a tout un secteur, et on a des secteurs, comme je disais tout à l'heure, qui, eux, vivent sans la subvention, et on a souvent la perception d'une vie culturelle, d'une offre culturelle française qui est entièrement dépendante de la subvention. Ça n'est pas vrai. Il y a des secteurs entiers, et Malika en parlera, qui savent vivre en dehors des aides publiques ou avec des aides publiques qui, elles, sont à la marge de leur activité. Ça peut être un coup de pouce à un festival, ça peut être des salles qui sont mises à disposition, etc. On en parlera, et ce sera peut-être une occasion d'évoquer peut-être aussi le cas des festivals. Alors je vais m'arrêter en posant quelques questions simplement. Est-ce que le privé grandit sur la démission du public ? Est-ce qu'il occupe des champs délaissés ? Est-ce qu'il mord sur le domaine que l'on avait cru être celui donc du seul secteur public, ou au contraire, est-ce qu'on a des nouvelles complémentarités, des frontières qui se sont déplacées et avec beaucoup d'échanges? Est-ce qu'il y a des effets de levier ou au contraire des effets d'éviction entre le public et le privé? Est-ce que l'argent privé, c'est pas un peu de l'argent public? Voilà, quelques questions parmi d'autres. Et pour en discuter, je vais tout de suite ouvrir à nos quatre contributeurs, intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui. Alors, Jean-François Chournier, à ma droite, est ancien président du MUCEM à Marseille. Il a présidé le MUCEM pendant 9 ans. Il s'est occupé jusque tout récemment de l'île 3000, et aujourd'hui il est en charge du projet Bourges, capitale européenne de la culture. Et Jean-François a aussi travaillé avec Jacques Lang il y a un certain nombre d'années.
Alexandre Jules-Clarisse, à ma gauche, est directeur général de la Fondation du patrimoine que j'évoquais tout à l'heure. Il vous expliquera donc ce qu'est la Fondation du patrimoine et comment elle travaille d'une manière qui est extrêmement différente des structures publiques traditionnelles dont je parlais tout à l'heure. Isabelle Giordano dirige la Fondation Paribas. Et Isabelle nous expliquera ce que fait la Fondation et quels sont les différents champs d'activité. Et enfin, Malika Seguino est la directrice générale d'Ecocène. Vous expliquerez ce qu'est Ecocène, qui intervient, c'est un syndicat, c'est le syndicat national du spectacle vivant privé. Voilà, donc 4 intervenants, et je vais me tourner d'abord vers Jean-François Chounier. Je disais que Jean-François Chounier a été le monsieur budget, si je ne me trompe pas, de Jacques Lang, qui est à l'origine des rencontres de Blois lorsqu'il était maire de Blois. Voilà, et Jean-François Chounier, une question, donc, ce rapport public-privé, cette révolution silencieuse, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, bonsoir à toutes et à tous. C'est-à-dire qu'il y a une certaine, viscosité entre ce que l'on voit surgir et que tu exposais et les chiffres réels du financement de la culture en France. Ça ne veut pas dire que les évolutions en cours ne sont pas en train de produire des effets, mais d'abord on a parfois du retard à la production de statistiques, c'est-à-dire en particulier des collectivités territoriales, puisqu'il faut consolider des dizaines de milliers il y a 36 000 communes en France, donc la tâche n'est pas mince. Et on a effectivement quelques indicateurs et quelques observations de terrain qui montrent que les diminutions de crédit sont importantes, pas forcément importantes en volume, mais sont un peu partout à l'œuvre en France, toute tendance politique confondue d'ailleurs. C'est pas quelque chose qui est directement orienté. Alors quelques chiffres, j'essaierai de pas vous bourrer la tête dans cette heure tardive avec beaucoup de statistiques, mais il faut donc le budget du ministère de la Culture, c'est 4,4 milliards. Quand on parle ministère de la Culture, je le précise, je vais parler du précaré, c'est-à-dire pas l'audiovisuel public, on pourrait en parler, mais c'est pas le sujet de ce soir, qui fait d'ailleurs à peu près autant que 4 milliards de financement. Je laisserai tomber, j'ai toujours laissé tomber d'ailleurs cette élucubration du ministère des Finances qui va chercher dans les autres des ministères des dépenses soi-disant culturelles. Quand on les analyse, on s'aperçoit qu'on est quand même dans un champ assez éloigné de la culture, mais le chiffre existe et le ministère des Finances dit qu'il y a pas loin de 5 milliards de crédits culturels. Mais là-dedans, vous avez un ensemble très hétéroclite, je ne le développerai pas, dans lequel il y a les salaires des professeurs d'art plastique, l'orchestre de la gendarmerie, les musées militaires. Enfin, j'ai rien contre les musées militaires, bien sûr, mais donc un ensemble quand même assez hétéroclite qui fausse un tout petit peu l'analyse quand même quand on prend les chiffres. Mais il y a un certain nombre mais ils sont parfois invoqués. Donc le cœur du dispositif, c'est 4,4 milliards. Là-dessus, il faut, au risque de parfois vous surprendre, il faut remarquer que ces crédits sont, jusqu'à présent, nous n'avons pas de budget pour 2026, donc je n'ai pas d'informations particulières, mais jusqu'à présent, disons dans une stabilité assez remarquable. C'est-à-dire qu'il y a eu 100 millions d'économies en début d'année, mais le budget de la culture avait été sanctuarisé quand même, il faut le reconnaître, depuis 2017, en réalité.
je le dis parce que c'est pas toujours, et c'est normal, hein, les organisations syndicales et autres du spectacle vivant ont beaucoup parlé des baisses de crédits, mais j'allais dire, sur ces crédits, la baisse n'a pas encore eu lieu. Hein, il faut être, on est certainement dans un palier. Comme on ne se refait pas, j'ai recalculé alors on n'a pas non plus, comme on n'a pas de budget, on n'a pas non plus de budget de règlement. C'est-à-dire en fin d'année, c'est comme dans les entreprises, on calcule, il y a le budget prévisionnel qui s'appelle la loi de finances initiale, mais il y a à la fin de la loi, mais comme il n'y a pas de Parlement, il n'y a pas eu non plus de vote cette année sur la loi de règlement. Alors ça fait moins les titres des journaux que l'absence de budget initial pour 2026, et donc pour l'instant il y a des chiffres provisoires. Le budget de la culture représenterait en 2024 0,8% du budget de l'État. Il a baissé en pourcentage pour une raison très simple que vous connaissez, qui est l'explosion de la charge de la dette. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un effet. Le budget de la culture n'a pas baissé, mais comme vous savez, il y a une croissance. Enfin, c'est devenu le principal poste du budget de l'État, donc forcément les pourcentages évoluent. Donc face à ce précaré de 4,4 milliards, les collectivités locales, on est sur des chiffres 21, 22, 23. On n'a pas de chiffres postérieurs, pas encore. Sont estimés, j'ai bien estimé parce que c'est une compilation, comme je disais, assez importante, à 9,1 milliards d'euros, toutes collectivités confondues, c'est-à-dire communes, agglomérations, métropoles, départements, régions. La grosse part, c'est ce qu'on appelle le bloc communal, c'est-à-dire les communes et leurs groupements, en réalité, qui correspondent à peu près pas loin des 3/4 de la somme que je viens de mentionner. Voilà le paysage. C'est un paysage qui est assez stable, qui était stable pendant de très nombreuses années. Et c'est d'ailleurs une donnée. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de crise de financement, parce que qui dit stabilité dit que les mécanismes, le renchérissement des coûts, qui ne sont pas que des éléments d'inflation, mais vous avez aussi des éléments d'inflation, la hausse de l'énergie, la professionnalisation aussi accrue d'un certain nombre de métiers. Dans le secteur musée, par exemple, le coût des transports d'œuvres d'art a explosé ces dernières années parce que il y a de plus en plus de spécialisation des entreprises. Par un certain nombre de facteurs, c'est-à-dire que stabilité, on le comprendra aisément, veut dire souvent, bien sûr, régression. Alors, face à ça, pour l'instant, alors, sur le mécénat, mais Isabelle en parlera sûrement, on a une statistique quand même pas très bonne, il faut dire les choses. On a une association qui collecte un certain nombre de choses, qui s'appelle l'Amicale, qui sort sur le mécénat culturel en 2022, qui sort un chiffre de 650 millions d'euros à peu près. Donc vous voyez bien que par rapport à mes 4,4 milliards, mes 9,1 milliards, les 650 millions pèsent peu. C'est clairement sous-estimé, d'abord parce que vous avez un certain nombre d'entreprises qui ne répondent pas aux questionnaires, tout simplement, c'est des questionnaires, et puis parce que vous avez, c'est d'ailleurs assez intéressant sur le plan du mécénat, vous avez un écart croissant entre les actions de mécénat et celles qui ont sollicité la déduction fiscale. Ça, c'est un phénomène d'ailleurs assez difficile à expliquer, parce qu'on a l'impression que on fait ça pour des déductions fiscales. En fait, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises, soit parce qu'elles ne font pas de bénéfices, tout simplement, ce qui est effectivement une bonne raison pour ne pas demander de déduction fiscale, mais aussi parce que c'est de la paperasse, c'est des risques de
c'est des risques de redressement. Donc vous avez un écart. Bon, donc on est certainement en sous-estimation de ce montant-là. Donc voilà un peu. Vous voyez, j'ai pas été trop prolixe en chiffres pour permettre l'ouverture du débat. On pourrait en donner beaucoup plus. On n'a pas encore dans la statistique disons un basculement public-privé, bien sûr. On a encore des collectivités territoriales très interventionnistes. Je pense que c'est quelque chose qui va se dégrader très très vite pour des raisons qui ne sont pas une volonté d'en finir avec la politique culturelle, d'ailleurs, qui sont les éléments de sollicitation importants de l'État, qui réduit le déficit budgétaire qui se calcule, comme vous savez, État, collectivités territoriales et comptes sociaux, qui fait porter une charge plus que proportionnelle sur les collectivités territoriales, qui se défendent comme elles peuvent, mais qui ont quand même un montant. Et puis des sollicitations d'autres politiques sectorielles, le social pour les départements, le transport pour les régions et pour les métropoles, qui sont aujourd'hui des éléments incontournables et en plus clairement plus populaires peut-être, on y reviendra, que des interventions culturelles. Merci Jean-François pour ce premier éclairage qui est très très important. Alors je vais me tourner vers vous, Alexandre Jules Caris. Vous êtes arrivé à la Fondation du Patrimoine, je crois, il y a 6 ans, si je sais bien ça, hein, et vous en êtes le directeur général. Vous allez nous expliquer peut-être ce qu'est la Fondation du Patrimoine, bien qu'on la connaisse pas mal depuis l'incendie de Notre-Dame, et puis pour une autre raison, c'est aussi pour le soutien que lui apporte un homme de communication bien connu de tous, Stéphane Bern. Mais j'ai envie de vous poser une question d'entrée de jeu. Justement, la ministre Rachida Dati a voulu que soit créée, elle l'a dit, je crois, avant l'été, hein, quelque chose comme ça, une fondation pour l'art contemporain. Elle avait demandé d'ailleurs un rapport, je crois, à Monsieur Bettenot pour cela, sur le modèle justement de la Fondation du Patrimoine. C'est dire que ce modèle est inspirant. Alors voilà, dites-nous ce que la Fondation s'est donné comme mission et comment elle le fait. Merci. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Vous avez raison, effectivement, la ministre de la Culture, c'était à l'occasion de ses vœux, en réalité en début d'année, a cité la Fondation du Patrimoine comme un modèle, ou en tout cas une inspiration, promouvant la création d'une fondation en faveur de l'art contemporain. Alors, peut-être que c'est l'occasion de revenir effectivement sur ce qu'est cette Fondation du Patrimoine et en quoi elle est en réalité, pour reprendre vos mots d'introduction, vos propos d'introduction, elle intervient en complémentarité ou en tant que partenaire à la fois du ministère de la Culture, des collectivités territoriales et de l'ensemble de l'écosystème qui intervient sur les questions patrimoniales. Alors, cette fondation, elle a été créée en 1996 à l'initiative d'un certain nombre de grandes entreprises françaises qui se sont intéressées à la question du patrimoine et plus spécifiquement, je dirais, du petit patrimoine. Pourquoi je dis ça? Parce que le périmètre d'intervention du ministère de la Culture, ce sont les monuments historiques, les sites qui sont classés ou inscrits. Et pour le reste, en réalité, il y a une diversité d'acteurs, puisque cela relève principalement depuis les lois de décentralisation des conseils régionaux, mais il n'y a pas de cadre clair, et d'ailleurs il n'y a pas de définition de ce qu'est ce patrimoine. Et donc cette fondation est créée donc à l'initiative d'entreprises, mais, et c'est une spécificité je crois que nous partageons avec la Fondation de France, les statuts de cette fondation ont été définis par une loi, ce qui est un peu à la fois une bizarrerie et en même temps qui montre l'intérêt des pouvoirs publics pour cette fondation qui reste une fondation privée. Dès sa création, l'ADN
de ce qui fait aujourd'hui, de ce qu'est cette fondation ou de ses atouts, est définie. C'est d'abord une organisation qui est très décentralisée, puisque elle a une vision, une vocation à être au plus près des porteurs de projets, qu'ils soient privés ou publics, pour les accompagner. Et donc, dès la création, l'organisation est très proche du terrain, et aujourd'hui, ça se retrouve toujours, puisque on a une organisation dans laquelle vous avez 1200 bénévoles qui sont essentiellement sur le terrain, vous avez des bureaux un peu partout en France, vous avez des salariés un peu partout aussi, une centaine, qui interviennent comme ça et qui permettent à cette fondation d'avoir accompagné depuis 30 ans, puisque je vous ai dit création en 1996, nous aurons 30 ans l'année prochaine, d'accompagner plus de 40 000 projets de patrimoine en seulement 30 ans. Donc effectivement, ça fait un volume assez considérable. Je le dis d'autant plus que vous l'avez souligné, je ne suis là que depuis 6 ans, donc je ne suis pas responsable de ces chiffres très importants. Cette fondation, elle est créée autour d'une idée simple. Le ministère de la Culture s'occupe avec sérieux des monuments historiques, mais il faut une structure qui soit capable d'aller intéresser le grand public, faire participer la société à l'avenir du patrimoine, et en particulier de ce patrimoine non protégé au titre des monuments historiques, ce qu'on appelle parfois le patrimoine vernaculaire, en tout cas le petit patrimoine. Alors, pour répondre aux enjeux de financement, puisque c'est surtout ça qui nous intéresse aujourd'hui, dans un contexte, effectivement, vous l'avez évoqué, politique ou institutionnel un peu compliqué, cette fondation, elle a mis en place une ingénierie financière au service des porteurs de projets, encore une fois, privés et publics. Le premier outil, et c'est pour moi pratiquement le plus important en réalité, c'est la collecte de dons. Cette fondation a inventé, je dirais, le crowdfunding, comme on appelle ça de manière aujourd'hui un peu anglo-saxonne, la collecte de dons populaires auprès du grand public. Aujourd'hui, il y a à peu près 2500 collectes de dons qui tournent en permanence à la Fondation. Et vous avez évidemment cité la plus célèbre ou la plus importante, celle en faveur de Notre-Dame de Paris. Mais le cœur de l'activité, c'est toujours ces collectes en faveur de ce lavoir, du pigeonnier, de l'église du village, du petit théâtre à l'italienne, enfin de tout ce qui fait un peu l'essence de ce patrimoine de proximité. Il y a ensuite évidemment le mécénat d'entreprise. Le patrimoine est une cause qui intéresse, qui fédère. On pourra d'ailleurs y revenir dans les échanges sur les causes comme ça qui sont capables d'intéresser les entreprises et les plus grandes d'entre elles aussi. Autre innovation, autre outil au service de cette ingénierie financière, le loto du patrimoine. On y reviendra peut-être plus en détail, je vais citer quelques sujets comme ça. Le loto du patrimoine, c'est une formidable invention. D'abord parce que c'est évidemment des ressources financières importantes. L'ordre de grandeur, c'est à peu près entre 25 et 30 millions d'euros supplémentaires qui sont dégagés et qui ne dépendent d'ailleurs que de vous, puisque vous pouvez, en tant que joueur, aller acheter un ticket. Ils sont actuellement en vente, vous pouvez tenter votre chance, puis vous ferez gagner le patrimoine à tous les coups. Mais en tout cas, c'est une opération qui a le mérite d'avoir mis sur le devant de la scène, ou en tout cas sous les projecteurs, la question patrimoniale. Et qui l'a fait, vous avez eu la gentillesse d'évoquer le rôle exceptionnel de Stéphane Bern, qui est un infatigable ambassadeur de cette cause au service du patrimoine, et notamment du patrimoine de proximité. Et j'y reviendrai, parce que c'est une dimension très importante, à la fois du patrimoine et de cette opération. Puis ensuite, on a un certain nombre d'autres ressources, des legs, des produits financiers, et puis un peu de subventions publiques, mais ça représente une part assez restreinte de notre modèle économique. Et j'allais dire, c'est un peu une chance dans ces périodes un peu compliquées, évidemment, sur le plan des ressources publiques. Je vous le disais, 40 000 projets accompagnés, 2500 collectes. Alors, si on revient à des montants, je me permettrai de parler sous votre contrôle, Monsieur Chaunier, mais si on compare, parce que c'est toujours intéressant, un certain nombre de budgets. La Fondation du patrimoine, l'an dernier, a réussi à collecter, je mets encore une fois Notre-Dame de côté, un peu plus de 100 millions d'euros de ressources consacrées au patrimoine. Pour ce qui est du patrimoine et de l'architecture au ministère de la Culture, l'ordre de grandeur, c'est à peu près 300 millions. Et pour les monuments historiques stricto sensu, on est davantage sur une échelle de 150 millions. Donc, avoir une fondation qui est capable de mobiliser un peu plus de 100 millions d'euros par an en faveur du patrimoine, et en particulier du patrimoine de proximité, ça devient important et ça devient de plus en plus sans doute nécessaire pour être en capacité d'apporter des réponses
et parfois même de l'espoir. On pourra revenir sur tout ce qui s'est passé au moment de Notre-Dame, puisque la Fondation du patrimoine, comme organisme indépendant, comme fondation privée, dès le soir de l'incendie, lance une collecte de dons et assure le lancement de cette opération de philanthropie mondiale exceptionnelle qui n'a pas de comparable en réalité et sur laquelle on pourra revenir parce qu'il y a certainement des enseignements à tirer de tout ça. Alors, bon, j'ai cité quelques chiffres, c'est toujours l'exercice, c'est normal, y compris dans cette ville, à Blois, où la Fondation accompagne d'autres projets. Là aussi, on pourrait en parler si vous le souhaitez. Parce que, bon, dans le fond, je pourrais vous parler de la Fondation très longtemps, mais qu'est-ce qui est intéressant comme enseignement à tirer de cette Fondation Quels enseignements, quels exemples puisque la ministre avait évoqué cette Fondation en début d'année comme un modèle. Moi, je dirais que la dimension la plus importante de cette fondation, c'est la capacité de faire participer le citoyen. L'engagement, aujourd'hui, est une valeur, une notion, un levier très fort qui est partagé. Et cette fondation, elle permet à tout un chacun de s'engager en faveur du patrimoine. Comment ? D'abord en devenant bénévole. Cette fondation n'est pas, il le reconnaît très humblement, n'est pas une fondation d'experts. On a évidemment parmi nos bénévoles des sachants, mais c'est le grand public, ce sont les Français comme vous et moi qui souhaitent s'engager en faveur du patrimoine et qui là ouvrent des dossiers, accompagnent le maire d'une petite commune rurale dans son plan de financement, ici passe son week-end à aller prendre des photos pour mettre en valeur le patrimoine. Voilà, il y a plein de missions possibles, mais en tout cas, cet engagement participatif, sociétal, il est vraiment très fort dans cette fondation. L'engagement, il se manifeste aussi par les dons. J'en ai parlé. La collecte de dons, c'est un engagement très fort que chacune et chacun peut avoir en faveur du patrimoine. Aujourd'hui, on a à peu près 70 000, 75 000 donateurs à la Fondation. On va essayer d'aller en chercher davantage parce que les besoins sont considérables. Mais c'est là aussi une dimension importante de l'inspiration ou en tout cas de ce qui peut inspirer dans cette Fondation. Je l'ai dit, la proximité est très forte. C'est là aussi quelque chose d'essentiel. Moi, j'ai été frappé par un certain nombre de faits ces dernières années. Par exemple, il y a 2 ans, on avait signé un accord avec le ministère de l'Artisanat pour identifier des sites dans les territoires ruraux, parce que vraisemblablement, aujourd'hui, l'appareil d'État a des difficultés à être en capacité d'identifier des projets dans ces petites communes, dans ces territoires un peu plus isolés. Et donc, une fondation qui fait appel à l'engagement de beaucoup de bénévoles est capable d'aller identifier des projets dans des toutes petites communes rurales parce qu'elle a ce fonctionnement. Un élément complémentaire, important, parce que vous l'avez aussi évoqué, et je crois que dans les différents débats qui vont avoir lieu sur les enjeux culturels ou patrimoniaux, c'est important. Cette fondation a clairement, et depuis l'origine, assumé un rôle de neutralité et d'indépendance. C'est-à-dire que la Fondation du patrimoine ne se positionne pas dans les débats sur les questions patrimoniales, ne prend pas parti, et n'est donc pas militante de la cause patrimoniale. C'est un choix qui a été assumé, qui est porté par la gouvernance de cette fondation, et notamment son président Guillaume Poitrinal, mais ça l'est depuis l'origine. Et je pense que c'est un élément important de la confiance des citoyens dans cette structure, parce que qu'on soit entreprise ou donateur, une structure neutre, une structure non militante, ça inspire davantage de confiance. Dernier point peut-être pour évoquer les atouts, ou en tout cas les points forts de cette fondation, c'est la diversité des projets qui sont soutenus. Nous aidons des monuments historiques, mais nous aidons surtout le non protégé. Nous aidons des églises et des châteaux, mais nous faisons aussi du patrimoine industriel, du patrimoine naturel, du patrimoine vernaculaire. Et donc, c'est l'ensemble de cette diversité d'édifices, de sites, qui permet à cette fondation d'être un interlocuteur, je crois, aujourd'hui privilégié d'un certain nombre d'acteurs dans le domaine du patrimoine. Merci beaucoup, et on reviendra, car je pense qu'il y aura des questions sur cette fondation. Et nous parlons de fondation. Isabelle Giordano, vous l'avez peut-être déjà rencontrée du temps de Canal+, des Madame Cinéma, entre autres. Et ça fait déjà quelques années maintenant que tu diriges la fondation Paribas. Donc, Jean-François Chounier disait tout à l'heure que le budget mécénat était faible en France.
il pourrait être plus élevé, c'est pas rien non plus, et c'est très intéressant de voir comment une fondation comme celle que tu diriges arrive à intervenir et de quelle manière et avec quelle complémentarité justement avec d'autres actions qui, elles, peuvent être publiques. Merci. Merci, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et c'est vrai, merci à Jean-François d'avoir rappelé cette cartographie qui nous montre qu'effectivement, nous vivons dans un pays qui aime l'art, qui aime les artistes, mais les entreprises ne font pas assez de mécénat culturel par rapport à d'autres pays. Donc merci d'avoir rappelé ces chiffres, Jean-François. J'en dirais un autre. En France, il n'y a que 9% des entreprises mécènes. C'est trop peu. Et on devrait aujourd'hui peut-être profiter de cette table ronde pour lancer un appel et dire qu'on a besoin de plus de mécénat. Et pour lancer cet appel, je vais juste reprendre 2 phrases lues dans le quotidien Les Échos, il n'y a pas plus tard que, je crois que c'était avant-hier ou il y a quelques jours. Et c'est un éditorialiste qui titrait « Vive le mécénat ». Et ensuite, il écrivait « C'est mieux que la taxe Zuckman ». Et c'est vrai que c'est une manière un peu provocante, mais de poser le débat tel qu'il a été fait. Je remercie d'ailleurs Françoise d'avoir placé le mot public avant le mot privé, mais en tout cas de les avoir accolés. Et ce que j'aime beaucoup dans l'intitulé de notre débat aujourd'hui, c'est le mot équilibre. Et Françoise l'a un peu rappelé dans son introduction. On est là pour réfléchir, pour voir un peu comment ces deux mondes, privé-public, ne s'opposent pas. Et je me permets juste, au titre effectivement de représentante des fondations d'entreprise, ou en tout cas de la fondation BNP Paribas, de dire que l'argent du privé n'est pas sale. Mais on a parfois un peu tendance à l'entendre. Ce n'est pas parce qu'on mécène telle salle dans un musée ou tel orchestre ou tel festival que tout d'un coup, le contenu même culturel va être modifié. On peut se poser la question, bien sûr, hein, surtout quand on parle des médias, mais en tout cas, dans le domaine de la culture, on peut être rassuré. Et je reviens même aux origines du mécénat, puisque Françoise a bien posé les termes. Est-ce qu'il n'y a pas une morsure, une manière d'intervenir? Est-ce qu'il n'y a pas une intervention récente du privé sur le public? Ben non, ça a toujours existé. Et puis on peut se rappeler bien sûr l'époque des Médicis, Louis XV, etc. Donc de tout temps, il y a eu l'argent du privé qui a nourri les artistes et qui a aidé à faire en sorte qu'il y ait de grandes œuvres d'art. Donc on replace ça de manière historique. Et puis on peut replacer ça aussi dans le sens que tout cela a. Je remercie effectivement mon voisin d'avoir rappelé ce qu'il fait avec la Fondation du patrimoine, et je vais être très courte et brève pour pas vous détailler bien sûr ce que l'on fait, parce que j'ai la chance effectivement d'être à la tête d'une fondation qui est sans doute une des plus anciennes. Vous avez 30 ans, nous avons 40 ans, une des plus anciennes fondations en France. Donc on a fait la restauration de musées, on peut voir certaines œuvres au musée Carnavalet à Paris qui n'existeraient pas sans la restauration que BNP Paribas a pu faire. Mais aujourd'hui, on a choisi autre chose, et notamment de revenir à ce qui fait même l'origine du mécénat. C'est l'acte gratuit. C'est pourquoi est-ce qu'effectivement une grande banque, la première banque européenne, s'entiche de donner 3 à 4 millions d'euros chaque année pour des artistes, des festivals, des œuvres d'art. Ça peut paraître totalement anachronique, mais c'est justement ça qui est intéressant. Et j'aime bien une des définitions qu'on donne parfois du mécénat, c'est rendre possible l'impossible. C'est de parier sur le non marchand et de se dire effectivement qu'on va financer sans se préoccuper de savoir si ça marche ou pas. Et parfois dans le public, et bien heureusement avec l'argent public, on vérifie, et des enquêtes récentes nous l'ont encore montré, que l'argent par exemple donné au spectacle vivant ou au théâtre public fait venir des spectateurs dans la salle, parce que ça pourrait être choquant effectivement de donner tant d'argent à tel théâtre subventionné par le public s'il n'y a pas beaucoup de public, etc. dans la salle. Et se donner ce luxe de pouvoir financer des œuvres exigeantes, etc., ou de financer, je prendrai juste un exemple, un chorégraphe comme Angelin Prége-Locage. Et là aussi, je dis comme vous, je n'y étais pas, donc j'y suis pour rien, mais c'est formidable de voir un artiste naissant, débarquant d'Europe de l'Est, devenir un immense chorégraphe, et au bout de 10 ans, effectivement, de mécénat, d'avoir pu participer à la création artistique. L'aide que l'on peut fournir à un artiste, elle est essentielle. Voilà, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien et ça sert à tout. Ça nous aide à vivre, ça crée du lien social et c'est essentiel. Et c'est pour ça que le mécénat est important, et j'invite justement beaucoup plus d'entreprises à s'engager. Mais aujourd'hui, nous vivons une période où, du côté du public, du côté des mairies, du côté des collectivités locales, comme du côté des entreprises, on a juste envie de rogner et de voir uniquement ce qui marche, ce qui est marchand, ce qui est profitable, etc. Donc, bienvenue à tous ceux qui pourront à nouveau nous réenchanter, parler d'utopie, d'idéal. Et j'irai juste aussi, là encore, vers à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on fait du mécénat. C'est aussi pour aider tout ce qui n'est pas aidé. J'aime beaucoup aussi cette définition. C'est un peu les mailles du filet. Par exemple, dans le domaine artistique, il y a des domaines où, franchement, il n'y a pas d'argent.
ni du public, pratiquement pas, ni du privé. La danse contemporaine, j'en ai parlé. Le jazz, c'est aussi un domaine dont la Fondation BNP Paribas s'est emparée. Pas du tout de mécène, ça n'intéresse personne. Le jazz, c'est une niche. Pourtant, pas intéressant quand même aujourd'hui de voir d'où ça vient, de quelle souffrance ça vient, etc. Et puis là, récemment, nous sommes devenus le premier mécène du hip-hop. Donc là encore, je ne veux pas détailler, mais c'est intéressant de voir comment cette expression artistique qui a explosé avec le Covid, qui exprime une vitalité, qui est très en symbiose avec la jeunesse actuelle, les cultures urbaines, et qui exprime aussi une réalité aussi par rapport à l'égalité des chances. C'est très intéressant. Un dernier mot aussi, mécène culturel, ça veut dire aussi pas seulement mécéner des festivals, des artistes, c'est aussi mécéner l'accès à la culture. Et là aussi, François, je pense, a suffisamment écrit sur ce sujet, même si parfois on peut ne pas être d'accord, notamment sur la question du pass culture ou d'autres démarches qui permettent d'aller vers la culture. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on permet à des publics qu'on appelle, j'aime pas tellement cette expression, empêchés, ou en tout cas éloignés de la culture, comment on les amène vers la culture. Donc ça, c'est très intéressant, quelle que soit la méthode, privé, public, là encore, un équilibre, une complémentarité. Il est urgent de trouver de nouvelles alliances, de nouvelles coopérations pour aller aussi mécéner pas seulement la culture, mais aussi l'accès à la culture. Je prendrai juste un exemple que j'aime beaucoup parce qu'il revient à Sam Sturze, le patron de la Villa Médicis. Il a inventé les résidences pro pour que ce lieu de l'élite devienne le lieu de tous, et notamment des élèves en lycée pro, et avec son programme qui, depuis maintenant 4 ans, permet à plus de 500-600 jeunes élèves des lycées pro de passer 5 jours à la Villa Médicis. Et on sait que le voyage transforme, le grand tour a transformé beaucoup de jeunes Européens au 19e siècle. En tout cas, ce voyage-là, il est essentiel, et c'est un exemple que j'avais à cœur de citer, pour rappeler qu'effectivement, le mécénat culturel est devenu aujourd'hui un véritable enjeu, et il appelle effectivement à des inspirations, le loto, peut-être qu'il faudrait essaimer, et puis bien sûr à de nouvelles coopérations. Merci beaucoup Isabelle. On reviendra d'ailleurs sur tout ça, parce que j'avais plein de questions à vous deux, notamment sur comment vous choisissez. Et ce qui est quand même une question très difficile. Voilà, on veut résumer en un mot, on a une gouvernance, et ce ne sont pas nous qui choisissons. Il y a des COMEX, des comités, des consultations dans tous sens. Voilà, c'est une gouvernance. Bien, et je me tourne tout de suite vers Malika Seguino. Malika, vous dirigez donc Ecocène. Vous allez peut-être nous dire quelques mots d'Ecocène, puisque c'est en fait une structure qui a changé de nom, qui s'appelait autrefois le Syndéac, c'est ça? Non, alors... pardon, j'ai dit une bêtise. J'ai dit ce qu'il fallait pas dire visiblement, mais ça ne fait rien. Je suis très flattée d'être comparée au Syndéac, parce que justement, on va en parler. Donc le syndicat national du spectacle vivant privé, voilà, que vous dirigez donc, et évidemment on a là un modèle où cette fois-ci c'est le privé qui agit, je dirais, tout seul ou quasiment. Merci. Merci beaucoup, et tout ce qui vient d'être dit, notamment dernier mot d'Isabelle Giordano, je les partage totalement. Alors effectivement, non, Ecocène n'est pas l'ancien Syndéac, nous sommes à l'extrême opposé, puisque justement Ecocène, c'est le représentant des acteurs du spectacle vivant privé, et le Syndéac, c'est le représentant des acteurs du spectacle vivant subventionné. Parce qu'effectivement, et c'est souvent ce qui nous singularise au milieu de la culture, c'est qu'au sein du spectacle vivant, il y a bien 2 branches, un secteur subventionné et un secteur privé qui est beaucoup plus récent. Donc Ecocène, c'est un syndicat patronal qui représente des producteurs de spectacles, des salles de spectacle, ça va de la petite salle installée à Paris, également notamment le Bataclan notamment, mais tous les arénas, les zéniths, les stades. Nous représentons tous les théâtres privés, nous représentons les cabarets et nous représentons des festivals avec des esthétiques qui vont des musiques actuelles au one-man show, et donc au théâtre privé et au genre cabaret. Donc c'est extrêmement diversifié en esthétique, en acteurs, mais également en typologie d'entreprise. Ça, c'est aussi la particularité du secteur privé, c'est que nous avons bien sûr près de 80% de petites entreprises. C'est la spécificité du spectacle vivant et également dans le secteur privé. Mais nous avons, nous, côté secteur privé, des groupes
qui se sont intéressés plus récemment au secteur, des internationaux, mais également des groupes nationaux diversifiés qui ont décidé justement d'investir dans le champ du secteur. Donc nous travaillons finalement assez peu avec notre grand voisin du spectacle vivant subventionné. On peut souvent le déplorer, mais il y a ce qui a été dit tout à l'heure, il y a encore, je pense, un regard sur un privé rentable, sur un privé qui, lui, n'a pas le sens de l'intérêt général et sur un privé qui, lui, doit faire de l'argent. Alors, il est vrai que des acteurs économiques qui relèvent d'un secteur privé, eux, dépendent des recettes de billetterie et dépendent de leur public, celui qui vient voir les artistes sur scène. Donc, notre modèle est très différent. Mais je pense que nous aurions, en tout cas, dans ces périodes qui s'annoncent difficiles pour le spectacle vivant subventionné, plus que pour le spectacle vivant privé, matière à travailler ensemble. Mais je crois, Françoise, que vous vouliez que peut-être je raconte un peu l'histoire, parce que, et d'ailleurs c'était intéressant cette confusion, je pense que très souvent on connaît mal le spectacle vivant privé, on l'identifie très mal, parce que c'est un secteur qui est beaucoup plus récent. Et c'est certainement pas pour ce secteur-là que le ministère de la Culture a été créé. Donc rapidement, rassurez-vous, comme on est dans un événement qui parle d'histoire, je vais en faire modestement un petit peu. Ce spectacle vivant a effectivement connu en un demi-siècle une transformation absolument radicale. Dans les années 70, j'imagine que beaucoup s'en souviennent, cette musique dite populaire, puisque nous représentons ces cultures populaires, faisait très peur. Les concerts de rock étaient vraiment perçus comme des foyers de désordre, voire étaient interdits, et nous manquions cruellement de salles en France. C'était le temps des spectacles sous les chapiteaux. Et à l'époque, l'État ignorait tout simplement de cette culture populaire. Il n'y avait absolument aucun soutien, aucun regard, aucun programme. Tout a commencé à changer dans les années 80. Le couple Mitterrand-Lang a rompu très fortement avec la conception très élitiste de la culture du couple de Gaulle-Malraux. Là, ça a été l'ouverture d'une culture de tous, d'une culture pour tous, avec une vraie reconnaissance de ce qu'on appelle encore aujourd'hui les musiques actuelles. Ce qui était effectivement la partie totalement oubliée des années antérieures. Et là, les musiques actuelles entrent pleinement dans le champ de la culture légitime. Le ministère de la Culture commence à analyser cette partie de la culture, à la soutenir. Ça a été effectivement le début des grands chantiers. On a construit des salles, c'est le programme des Zéniths qu'on trouve partout en France. Le programme des SMAC, c'est un label d'État, scène de musiques actuelles. Et on a commencé à voir apparaître dans le territoire français des festivals soutenus par l'État. Et c'est aussi la décennie où, puisque les lieux commençaient à arriver, les entrepreneurs privés que nous représentons aujourd'hui au sein d'Écossen s'organisent, créent un syndicat, l'ancêtre d'Écossen, mettent en place également le premier mécanisme de solidarité du secteur. Alors, ils n'ont rien inventé, ils ont juste regardé ce qu'avait fait le cinéma il y avait des années de cela avec grand succès et ont créé un fonds de soutien avec un financement particulier puisque c'était une taxe prise sur les recettes de billetterie qu'ils généraient. Donc, un autofinancement. Les professionnels avaient décidé de se taxer pour financer des projets plus fragiles qui eux-mêmes, en grandissant, allaient générer une taxe qui allait régénérer des projets. L'ancêtre devenu depuis en fait le Centre national de la musique. C'est clairement dans ces années-là le début d'une professionnalisation du secteur privé, même si le chiffre d'affaires restait encore très modeste, tout simplement parce que nous étions dans une période où le disque connaissait l'âge d'or et où il y avait donc peu d'artistes qui tournaient, car ces artistes vivaient majoritairement de la musique enregistrée, des ventes de CD. Dans les années 2000, renversement de tendance, c'est la crise du disque, l'apparition des plateformes, le tout gratuit, la lente descente des maisons de disques avant qu'elles renouent récemment avec la croissance. Cette crise a bouleversé totalement l'écosystème de la musique que nous représentons. Le live, le spectacle vivant est devenu le moteur économique de la musique. Les artistes se sont retrouvés sans ressources et se sont mis à tourner de plus en plus. Ça a été vraiment l'explosion des concerts dans tout le territoire, l'explosion des festivals. On a vu apparaître des concerts dans les stades. Il y a eu aussi plus récemment le programme de construction des arénas. En 20 ans, le spectacle vivant
tel que je le connais a changé d'échelle, a changé d'air. On dit même qu'il s'industrialise, ce qui est un mot qui fait extrêmement peur au spectacle vivant subventionné, qui a regardé en fait ce tout jeune secteur exploser en termes de croissance, exploser en termes de chiffre d'affaires, alors que eux, ils vivaient un modèle qui était connu depuis très longtemps, avec un soutien public, mais qui commençait à connaître de graves difficultés. Néanmoins, aujourd'hui, nous avons connu, comme le spectacle vivant subventionné, de graves crises. Bien sûr, nous avons eu une crise très forte avec les attentats du Bataclan, le Bataclan étant une salle historique de notre organisation, mais nous avons eu aussi une crise extrêmement violente, une crise sanitaire, le Covid. Je pense que le spectacle vivant, parmi les secteurs de la culture, est celui qui a connu la plus violente des crises avec cette crise sanitaire. Pendant plus de 2 ans, notre secteur a été fermé, notre secteur a été interdit d'activité. Et pour les acteurs que nous représentons au sein d'Ecocène, ce qui est une grande partie d'activité, ce qu'on appelle les concerts en jauge debout, c'était définitivement ceux qui étaient les plus difficiles à voir redémarrer. Donc ça a été très dur, mais ce qui est toujours très positif en sortie de crise, c'est cette résilience du secteur qui rebondit en permanence, qui a cette agilité à redémarrer. Certainement aussi parce que notre public est toujours au rendez-vous. Et aussi parce que c'est un secteur qui a su en permanence s'adapter à toutes ces crises, recréer des choses nouvelles pour s'adapter au public, s'adapter à toute situation. Et également, depuis 2020, depuis janvier 2020, nous pouvons saluer la reconnaissance de cette filière de la musique au travers d'un opérateur qui est le Centre national de la musique. Alors, le petit frère du CNC, hein, bien évidemment, on est très loin du CNC, mais néanmoins, ce Centre national de la musique est le lieu du soutien aux acteurs qui œuvrent dans le champ de la concurrence et donc à toute la partie musique enregistrée et spectacle vivant privé majoritairement. Ce CNM est financé par des taxes. La taxe dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la billetterie de spectacle et la taxe prise sur les plateformes de streaming. Donc c'est définitivement un secteur qui est beaucoup plus jeune, mais qui a pris cette habitude de trouver des solutions en son sein. Néanmoins, aujourd'hui, je pense que nous en parlerons tout à l'heure, on a quand même nos propres crises. Parce que comme tout secteur économique, en sortie de crise, on a affronté la hausse des coûts qui a été exceptionnelle, la hausse des coûts techniques liés bien sûr à l'inflation. On a aussi, suite à cette crise du disque qui a duré 20 ans, 25 ans, un modèle économique qui ne s'est pas rééquilibré, des artistes qui continuent de dépendre majoritairement du live, ce qui crée des tensions sur le secteur, sur le modèle de la production, sur le modèle des festivals. Donc c'est définitivement un secteur qui est en perpétuelle mutation, mais qui a une agilité très importante. Merci beaucoup, Malika. Peut-être juste une question sur les festivals, justement, parce que il y a les grands festivals, et même eux, d'ailleurs, peuvent rencontrer des difficultés avec des coûts qui ont explosé, comme le disait Jean-François Chounier tout à l'heure. Mais pour tous ces petits festivals qui représentent beaucoup, je crois qu'il y a, je ne sais pas quel est le nombre de festivals aujourd'hui en France dans le secteur simplement musical. Je crois que c'est près de 7000. Oui, c'est ça, c'est de l'ordre de 7000. Qui est considérable. Quelle est l'attente, dans le fond, vis-à-vis du public? C'est vis-à-vis des collectivités locales, surtout qui se tournent quand ils ont des difficultés. Ces festivals, les deux. Alors, la problématique, c'est qu'effectivement, en fait, si on peut revenir sur les dispositifs de soutien, mécénat, partenariat, notamment les marques dans le secteur privé, c'est clairement les festivals qui ont développé ces soutiens. Mais la grande difficulté, c'est que là-dessus, on n'est pas tous égalitaires dans les territoires et en termes de marques de festivals. Donc les festivals dits majeurs ont beaucoup plus de facilité à développer des partenariats avec des marques, de développer du mécénat. C'est beaucoup plus difficile pour les tout petits festivals et aujourd'hui c'est véritablement eux qui sont dans la détresse. Alors certains disent qu'il y en a certainement eu trop à un moment donné, hein. Tout le monde est un peu responsable de cet engouement. On a des concertations actuellement au ministère et on essaie d'écrire une feuille de route pour ces festivals, mais il est bien évident que tout ne viendra pas des pouvoirs publics. Et on a aussi un autre sujet avec ces festivals, c'est que l'objet festival est certainement appelé à évoluer parce que nous avons un public qui est en train d'évoluer et un public qui effectivement, en tout cas un public jeune, qui se désengage
sur certaines esthétiques du modèle festival et qui privilégie d'aller voir son artiste avec sa communauté dans une salle de concert pour avoir le show intégral de son artiste. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est même au-delà du problème strictement financier, c'est aussi l'évolution de l'objet qui nous perturbe. Merci. Alors peut-être une question à Alexandre sur le financement participatif, crowdfunding. Vous avez évoqué le crowdfunding en disant que c'était vraiment un élément central de la manière dont se finance la Fondation du patrimoine. Il y a plein de travaux d'économistes là-dessus. Alors pas spécialement sur le patrimoine, mais sur ce mode de financement, en disant que c'est pas seulement un mode de financement, en fait, c'est aussi une modalité d'adhésion. Et je trouve assez intéressant. J'imagine que vous le vivez dans le secteur patrimonial. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, donc, de la manière dont vous essayez d'élargir vos adhérents, si je puis dire, de ce côté-là? Merci beaucoup. Plusieurs éléments de réponse à votre question. D'abord, vous avez évoqué tout à l'heure la question du choix. Comment on choisit? Alors effectivement, il y a des comités, etc. Mais il y a aussi le choix qui est fait par les citoyens. Et c'est pour ça que cette logique de collecte, elle est très importante. Parce qu'en réalité, on a dit il y a quelques années que l'État ne peut pas tout. Pour compléter notre débat, moi je dirais même que l'État ne doit pas tout et que les citoyens peuvent aussi décider. Et la collecte de dons, le crowdfunding, c'est une manière de décider. C'est une manière de décider ce que nous considérons comme essentiel, comme important, comme prioritaire, ce que nous voulons, si on reste sur le champ patrimonial, ce que nous voulons conserver, ce que nous voulons transmettre. Donc c'est pour ça qu'il y a une logique qui est très, très importante. D'abord, alors ensuite, il y a quand même la volonté des propriétaires, là aussi, qu'ils soient privés ou publics, qui se tournent vers la Fondation du patrimoine pour être aidés et pour être conseillés dans la levée de fonds. Donc ça, effectivement, ça ne dépend pas de nous, ça dépend aussi de la volonté de chacun des porteurs de projets. Et puis peut-être... pour compléter cette logique participative, on voit bien que les choses évoluent, on voit bien que la société civile souhaite s'emparer, enfin c'est pas des choses nouvelles, toute la thématique de la démocratie participative, il y a une tendance de fond qui fait qu'aujourd'hui, aux côtés des grandes institutions, aux côtés du ministère, aux côtés des collectivités, il y a un souhait de s'emparer du destin collectif et parfois du destin individuel, et c'est un peu l'une des réponses qu'apporte la Fondation, en tout cas évidemment, encore une fois, uniquement pour le secteur patrimonial, en étant capable de mobiliser, en permettant à chacun de donner. J'ajoute un dernier point quand même, parce que ça me paraît important. On a beaucoup parlé de la mobilisation exceptionnelle en faveur de Notre-Dame de Paris. Je pense que si un certain nombre de grandes entreprises, de grandes fortunes françaises se sont mobilisées, à titre personnel, moi j'aurais plutôt envie de les remercier d'avoir participé de manière aussi massive à cet élan de générosité. Ils l'ont fait aussi parce que dès le soir de l'incendie, il y a beaucoup de gens qui se sont individuellement, qui ont donné des sommes moins importantes, mais il y a eu un effet d'entraînement massif. Et j'allais dire, les grandes entreprises, les grandes fortunes françaises ont un peu suivi aussi cet élan de générosité. Et donc la collecte de dons, ça a parfois un effet d'entraînement assez significatif. Merci. Peut-être une question à Jean-François Chounier, puis vous préparez vos questions dans la salle. J'ai un micro-baladeur qui se prépare. Jean-François, parmi les nombreuses activités que tu as eues dans ta vie, il y a eu Marseille, capitale européenne de la culture. Ça a été un énorme travail et je crois un immense succès. Ça a beaucoup changé la ville, qui avait une offre culturelle qui était quand même un peu faible compte tenu de la taille de la ville et de son importance. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites à la faveur de ce concours. Là, enfin, je ne sais pas s'il faut appeler ça un concours. Ça s'appelle un concours, le Capitale européenne. Oui, bon, enfin, voilà, vous m'avez comprise. Mais ma question, c'est surtout comment ça s'est financé. Est-ce que il y a eu un ensemble, je sais pas, de gens qui sont allés chercher de l'argent privé. Enfin voilà. Sur Marseille, Provence 2013, donc capitale européenne, ça a lieu à peu près en France tous les 15 ans. Donc la prochaine, c'est comme vous le savez ici, c'est Bourges en 2028. On avait un budget qui était très important, plus important que ce qu'il y a maintenant dans les capitales européennes en moyenne. Il faut dire que la métropole marseillaise est grande, c'est 1,8 million d'habitants. Donc c'est quand même, faut le rappeler, c'est la plus grosse métropole française, puisque si on considère, c'est la deuxième ville de France et c'est la plus grosse métropole française.
Donc le budget était à la hauteur, il était à la sortie de 100 millions d'euros à peu près, donc ce qui est un chiffre considérable. Bourges 28, par exemple, c'est un budget prévisionnel de 40, pour vous donner l'échelle, ce qui est considérable pour une ville de 65 000 habitants. Et donc on a, à côté de tous les secteurs, enfin c'est presque une reprise de ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est-à-dire qu'on avait l'ensemble des partenaires publics, c'est-à-dire l'État, d'ailleurs ministère de la Culture et autres ministères, régions, les communautés d'agglomération, les villes, parce que c'était Marseille-Provence, donc c'était en gros le département des Bouches-du-Rhône, le conseil départemental bien sûr, et les grandes villes, Marseille au premier chef, Aix et Arles. Mais on avait un objectif de mécénat qui a été dépassé, qui fait rêver aujourd'hui, parce que je pense qu'aucune capitale européenne ne l'a eu. On a collecté 16,5 millions d'euros, ce qui est un bon chiffre. Oui. Et on a mené quelque chose dont on était particulièrement fiers, qui était qu'à côté des grands mécènes, il y avait un programme assez actif de résidence d'artistes en entreprise. Et au total, j'ai la mémoire, mais il y a plus de 200 entreprises qui ont été associées donc à la manifestation, avec des petites, et notamment dans ce programme de résidence d'artistes, qui a été quelque chose qu'on a essayé d'ailleurs de continuer, mais bon, ce serait trop long d'expliquer pourquoi nous n'avons pas pu continuer. Et donc voilà. Donc, mais c'est un chiffre important, hein, 16,5. Aujourd'hui, les dernières capitales européennes en Europe sont sur des budgets mécénat on est plutôt sur des petites villes en ce moment. On n'est plus dans l'ère des grandes métropoles, dans les dernières décisions de la Commission européenne, hein, c'est-à-dire Bourges d'ailleurs est un peu dans cette continuité-là. Le budget de Bourges en mécénat, c'est 4 millions, ce qui n'est pas rien. Et on est plutôt dans ces eaux-là, dans les plus différentes capitales européennes, c'est-à-dire de 3, 5 et autres. Et avec un financement public majoritaire. Bon, il faut toujours rappeler d'ailleurs que les capitales européennes ne sont pas financées par l'Europe. Ce qui surprend toujours. Elles sont financées à hauteur d'1,5 million, que la ville soit importante ou qu'elle ne le soit pas. C'est-à-dire il y a un financement forfaitaire, flat, à 1,5 million, pour lequel il faut quand même faire de la paperasse, je vous rassure. Ça ne tombe pas en virement à la fin du mois. Mais c'est un paradoxe certainement de la politique culturelle la plus connue au niveau de l'Union européenne, qui n'est pratiquement pas financée en pourcentage. C'est-à-dire on avait 1,5% de l'Union européenne, ce qui est effectivement pas énorme pour une initiative communautaire. Je suis sûre que la Fondation Paribas viendra aider. Enfin, je l'espère. Vous allez écouter, voilà. Bon, je propose d'ouvrir surtout le débat à des questions. J'imagine que vous en avez, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués, des exemples tout à fait concrets. On a un peu évoqué aussi la ville de Blois et ce que fait la Fondation du patrimoine dans la ville de Blois. Donc, je ne vois rien. Donc, si, je vois une main quand même là-bas. Ah ben, il y a un micro-baladeur, c'est parfait. On voit rien. Oui, c'est ça. Bonjour, madame. On ne vous entend pas. Oui, ça a l'air d'aller mieux. Bonjour. Je m'appelle Françoise Audin-Vernet, je suis adjointe dans une toute petite commune rurale des Monts du Forêt, dans le département de la Loire, une commune de 800 habitants. Et je vais me permettre de partager l'exemple que je vis, parce que je pense que ça illustre complètement ce que vous avez dit. On a une belle église classée du XVIe siècle à Verrières-en-Forêt, qui héberge également un orgue qui est un monument historique classé également. On est en train d'essayer de restaurer à la fois l'orgue et le clocher-porche de l'église, dans lequel il y a de magnifiques décors peints de 1528. C'est un budget de travaux d'environ 400 000 € hors taxes.
autant dire que pour une petite commune, c'est impossible. Donc, on a le soutien de la DRAC, donc de l'argent public, à hauteur de 40%. On est allé solliciter le département qui n'a plus trop d'argent, mais va nous en donner un petit peu quand même, à hauteur de 14 000 euros. On attend la réponse de la région, qui là aussi, on aurait dû avoir entre 15 et 30%, mais rien n'est moins sûr. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, on s'est tourné, je me suis tourné vers tout ce qu'il pouvait y avoir comme argent privé. Donc, la fondation du Crédit Agricole, des fondations familiales, puisqu'il y en a aussi, une petite fondation qui s'appelle Ponce Patrimonie à Lyon, qui nous aide à hauteur de 5 000 euros. On vient d'avoir le prix, un des prix de l'association Vieille Maison Française de la fondation Bellemain, 10 000 euros. C'est un petit peu des petites cagnottes qu'on essaye de trouver un petit peu partout. Et évidemment, on a ouvert une collecte de dons avec la Fondation du patrimoine, avec notre délégué local. On a déjà réuni 20 800 euros, auquel la Fondation abonde 7 000 euros. Et si je peux me permettre, si vous avez envie, Verrières-en-Forêt, forêt ça s'écrit F-O-R-E-Z, et pour les particuliers qui payent des impôts, parce que c'est vrai que dans le milieu rural, tout le monde ne paye pas des impôts, hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'en payent pas, vous pouvez faire un don sur le site de la Fondation du patrimoine. Ben, merci pour cette intervention. Voilà, tout le monde a noté, j'imagine. Alors peut-être, ça n'était pas vraiment une question, mais en tous les cas, on est tous derrière vous. Oui, madame. Oui, monsieur, bonjour. Madame. J'aurais voulu savoir si vous pensez que ce que vous venez de nous dire fait partie de la définition de l'exception française. Et si c'est le cas, quelle est la règle à laquelle la France fait exception? Quel est le modèle auquel elle échappe? Est-ce que vous comprenez ma... Ou alors on fait comme tout le monde? Non, avant que Jean-François nous donne des chiffres plus précis, je peux vous affirmer que nous sommes le seul pays au monde à accorder autant de place à la culture. Et c'est vrai qu'on peut s'en vanter. Après, ça ne nous empêche pas de réfléchir à la modernisation de nos modèles. Et merci effectivement d'avoir rappelé tous les systèmes nouveaux de taxes, etc. et de trouver des solutions en notre sein. J'ai trouvé que c'était une très belle expression. Et méfions-nous aussi de tous ceux qui pensent que l'intérêt général ne vient que du service public. L'intérêt général, il peut être le fruit d'actions citoyennes, il peut être à la tête d'une entreprise privée, mais surtout, plutôt que d'opposer nos modèles, comme on a tendance à le faire, essayons de nous dire aussi s'il n'y a pas, d'ici quelques années, des gens qui voudront réécrire le mécénat, réécrire la politique publique culturelle. Ils le font déjà dans certains pays, et c'est vrai qu'on peut rappeler quand même que l'État américain fait le vide dans les musées, réécrit l'histoire, et il y a du mécénat privé qui vient justement réparer un peu. Voilà. Et tout n'est pas bon d'un côté comme de l'autre. Voilà. Il faut vraiment penser plus en termes de coopération et de modernisation, de rénovation des modèles, plutôt que d'opposer le privé et le public. C'est l'expression exception française qui s'oppose au reste du monde. Oui, en fait, non, mais je souscris complètement. C'est exception culturelle, c'est parce que vous n'avez nulle part ailleurs un tel soutien aux activités culturelles, notamment sur le spectacle vivant. Vous avez des régimes qui ont été intégralement pris en charge par l'État depuis très longtemps. Vous avez une spécificité très française dont on parle souvent, c'est le régime social des intermittents du spectacle, qui permet aux artistes de créer et d'être protégés socialement. Ça n'existe nulle part au monde. C'est ça l'exception culturelle. Et ça ne veut pas dire ne pas faire évoluer ce modèle pour le rendre pérenne. Moi, je suis un peu plus nuancé que vous sur la singularité française en matière de financement. C'est-à-dire que, alors vous me direz, ce ne sont pas des pays aussi grands que la France, mais la Scandinavie, par exemple, a des pourcentages d'intervention culturelle en rapporté au produit intérieur brut qui sont supérieurs au cas français. D'ailleurs, la vie culturelle
dans les pays de Scandinavie est quand même importante. On en voit d'ailleurs régulièrement les choses, les éléments arriver. Donc je pense qu'il faut faire attention parce que l'exception française, avant de parler de l'exception culturelle qui est, comme vous le savez, est liée au départ aux accords sur l'Organisation mondiale du commerce, qui consistait à trouver des clauses qui ne considéraient pas les biens culturels comme de la marchandise. L'exception française, c'était ce hasard finalement de création du ministère de la Culture en 59. Bon, hasard parce que personne pensait que ça allait durer aussi longtemps. De Gaulle voulait Malraux, il l'avait nommé à l'information. Ça a été une telle catastrophe que Pompidou a eu l'idée de génie de dire mettons-le à la culture, il fera moins de dégâts. Ça c'est les vrais sujets des rendez-vous de l'histoire. Il s'est emparé de la fonction d'une manière magistrale, mais ça c'est une autre affaire. Et à l'époque, la France est le seul pays en dehors du bloc de l'Est de l'époque qui avait des ministères de la Culture, le seul pays qui avait un ministère de la Culture. Aujourd'hui, les 27 États de l'Union européenne, l'Allemagne avec des nuances, ont un ministère de la Culture. Donc il faut qu'on fasse attention à régulièrement réviser nos bases de comparaison. C'est-à-dire que, alors, c'est pas des ministères de la Culture qui interviennent de la même façon, avec les mêmes modalités d'intervention. Il y en a d'ailleurs pas mal d'exemples dans lesquels on aurait tout à fait intérêt à s'inspirer aussi, avec des logiques d'appel d'offres et autres qui sont des logiques assez imaginatives parfois. Mais disons la France n'est pas superbement isolée dans une défense de sa politique culturelle. On s'est normalisé. Et le ratio que je vous expliquais tout à l'heure, pourcentage d'intervention collectivité territoriale par rapport à l'État, c'est-à-dire en gros 9 milliards pour les collectivités, 4,4 milliards pour l'État, c'est un ratio que vous trouvez dans beaucoup de pays d'Europe. L'État n'intervient pas en France, un peu plus qu'en Allemagne, bien sûr, parce que l'Allemagne est un pays fédéral, mais on a un ratio italien, par exemple. Donc, il faut faire attention à pas être là dans notre à fleurir l'hôtel André Malraux de manière avec des glaïeuls, quoi. Il faut faire attention. Je voulais juste compléter sur cette notion d'exception culturelle. Effectivement, elle est essentiellement basée sur l'organisation, j'allais dire administrative, politique française, et sur le poids du financement public. En réalité, cette exception, elle est essentiellement liée à ce poids du financement public. En revanche, il y a un sujet, à mon avis, qui est tout aussi important, qui est celui de la pratique culturelle. En réalité, la réussite de la création de ce ministère de la Culture, qui fait suite quand même à un certain nombre d'initiatives sous l'Ancien Régime. Enfin voilà, c'est pas une création qui est venue complètement de nulle part non plus. C'est celle de la pratique culturelle des Français. Et aujourd'hui, on a un constat qui est fait régulièrement, notamment par les études du ministère de la Culture, sur le fait que la démocratisation culturelle aujourd'hui est arrivée à un palier. On a du mal à être capable d'aller parler à des nouveaux publics, à engager. J'ai beaucoup parlé, et je pense que c'est une dimension qui est très importante, de savoir comment faire participer des publics plus éloignés géographiquement, sociologiquement, de la culture. Et à mon avis, la recherche de l'exception culturelle, elle doit davantage être ciblée sur cette question de la pratique, de la démocratisation culturelle, davantage que sur celle du modèle de financement. Parce que comme vous l'avez dit très justement, Isabelle, l'intérêt général, il n'est pas porté par le public, il n'est pas porté par le privé, c'est la combinaison des deux dans le modèle de financement qui doit d'abord s'intéresser à comment on est capable de faire venir plus de monde à la pratique culturelle et à l'ensemble des pratiques culturelles, y compris celles qui sont parfois considérées comme un peu plus élitistes ou un peu plus complexe, l'entrée dans un musée, la participation à des spectacles ou à des choses qui sont plus difficiles d'accès. Moi, je pense que c'est davantage là-dessus qu'il faut aujourd'hui s'interroger et faire peser l'exception culturelle. D'ailleurs, je pense que ce concept devrait évoluer parce que très souvent, moi j'ai fait beaucoup de débats avec des acteurs du spectacle vivant subventionné. Et en permanence, ce mot revient. Sous prétexte que l'exception culturelle est là, rien n'est possible, on ne peut rien changer, on ne peut pas avancer. Je pense que
ce mot peut tuer le secteur. Donc il faut effectivement faire évoluer ce concept qui, comme vous l'avez rappelé historiquement et bien plus précisément que nous, avait du sens. Aujourd'hui, il est évident qu'il faut le faire évoluer. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des pays dans le monde entier qui nous ont dépassés en termes de soutien aux industries culturelles et créatives, avec une créativité extrêmement puissante, qui envahit d'ailleurs le monde entier. On peut parler de la Corée, on peut parler aussi du Japon. Alors effectivement, socialement, c'est pas pareil, certes, mais en revanche, en termes de soutien aux entreprises qui créent, alors là, vraiment, ils nous ont dépassés et de loin. Il y a peut-être un domaine un peu à côté des débats qu'on a eus, mais qui est intéressant sur l'exception culturelle. Je pense au domaine du livre et à la réglementation, la fameuse loi Langue, puisque nous sommes à Blois, sur le prix du livre qui date de 81, qui était une loi, alors là, vraiment au départ, c'est la France qui a eu l'idée de cette loi, tout particulièrement Jérôme Lindon, directeur alors des éditions de Minuit, et qui pense que pour sauver toute la diversité culturelle que représente le livre, eh bien, il faut que le livre soit payé au même prix au centre Leclerc ou dans la petite librairie du coin, etc. Et ça a permis de conserver un pays avec beaucoup de librairies, avec des livres qu'on trouve quand même de manière assez large sur tout le territoire, et de casser un peu cette concurrence entre les grandes surfaces et les petites structures. Et c'est intéressant parce que ça portait sur une législation, sur le secteur privé, sur un secteur privé qui, au demeurant, par ailleurs, ne vivait pas du tout des subventions. Donc ça, c'est peut-être un point intéressant à relever. Mais j'ai vu d'autres mains qui se sont levées. On n'a plus tellement de temps, monsieur. Oui, bonsoir. Oui. Le micro est un peu plus loin par là-bas. Bastien Lopez, je suis directeur du château de Blois. Vous avez parlé du patrimoine de Blois à plusieurs reprises et de la Fondation du patrimoine. Je voulais prendre la parole pour remercier du coup la Fondation du patrimoine et Alexandre Juglaris, parce que c'est vrai qu'on a 3 monuments qui font l'objet ou ont fait l'objet récemment de mécénat grâce à la Fondation du patrimoine. L'église Saint-Nicolas qu'on inaugure dans quelques mois, l'être Saint-Saturnin qui est en chantier, et même le château dans lequel vous vous trouvez. Je voulais dire combien, sans les mécènes, sans la Fondation du patrimoine, mais sans les mécènes au sens large, aujourd'hui on ne fait plus rien, et combien c'est important d'avoir ce soutien. Et je voulais dire aussi que le mécénat, qui est donc complètement incontournable aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut aider à la décision publique. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que les fondations, les banques, les mécènes divers, les entreprises qui font du mécénat, elles se spécialisent. Alors c'est compliqué pour les services d'art parce qu'il faut viser juste et il faut aller chercher la bonne source du mécénat. Mais ça aide à soutenir aussi des politiques publiques, ça aide à la décision pour des élus mais pour des services aussi. Donc ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie relation qui s'installe entre des acteurs différents, public, privé bien sûr. Je suis pas sûr qu'on s'apesantisse tant que ça sur public-privé. On s'installe sur des projets, on discute et on construit ensemble. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui en fait apporte aussi humainement à l'établissement de projets, à la construction de projets qui derrière font du service public. Donc merci beaucoup. Vous le remerciez peut-être. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Effectivement, la ville de Blois est comme beaucoup d'endroits en France, mais est une ville dynamique qui comprend un patrimoine historique, bâti et parfois aussi immatériel très important. Et nous essayons de répondre d'abord aux demandes et aux volontés des acteurs d'agir. Donc merci aussi à vous et à la ville de Blois de se mobiliser en faveur de son patrimoine. Oui, il y avait monsieur au 2e rang, je crois. Oui, bonsoir, merci. J'ai une question, je pense qu'on est ici parce qu'on est d'accord que plus de culture, c'est souhaitable, mais en faisant une différence entre les arts vivants et plutôt le patrimoine, est-ce que, en termes de concept, est-ce que le patrimoine est une entité finie ou bien est-ce qu'elle peut s'accroître? Est-ce qu'il peut y avoir des bâtiments nouveaux qui arrivent, se rajoutent au patrimoine collectif? Est-ce que par autant, on va dire, c'est comme dans un placard, on va faire du vide et on va déclasser quelque chose? Ou bien est-ce que c'est censé s'accroître jusqu'à ce que tout bâtiment soit classé et protégé et soutenu? Merci. Bien sûr, le patrimoine ne cesse de s'accroître, tout particulièrement le patrimoine protégé, puisque à la fois au fil du temps, ce sont des nouveaux monuments, des lieux, ça peut être des bâtiments ou ça peut être du patrimoine naturel
etc., qui va s'ajouter en quelque sorte au stock de patrimoine, si je parle en économiste. Mais ce qui est très intéressant, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'économistes qui ont réfléchi à cela. Finalement, la quantité, en quelque sorte, de patrimoine à protéger ne cesse de croître. Et il faut toujours trouver des moyens nouveaux. C'est très, très différent de quelque chose où vous auriez de nouveaux monuments à protéger, mais d'autres qui sortiraient de la liste, en quelque sorte. Là, la liste ne fait que s'allonger, et donc ça implique de plus en plus de devoirs et de recherche de modalités de financement et de protection extrêmement divers, qui font appel aussi bien aux privés, d'ailleurs quelquefois aux petits propriétaires privés ou aux grands propriétaires, et puis aussi à différentes sources de financement. Vous voulez peut-être ajouter quelque chose ? Je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à ajouter sur la notion de patrimoine et l'élargissement de cette notion. Il y a plusieurs phénomènes cumulatifs. Vous avez raison, le temps joue. Question très ouverte, on est évidemment à Blois, on a beaucoup parlé, c'est normal, de Jack Lang. On pourrait parler des grands travaux. Aujourd'hui, la pyramide, est-ce que c'est un élément patrimonial ou un élément architectural ? Je laisse chacun y répondre, mais en réalité, la progression du patrimoine est évidemment en priorité de celui qui est inscrit ou classé au titre des monuments historiques et qui donc relève du ministère de la Culture et de l'État. C'est de l'architecture qui a vieilli, si vous me permettez cette expression un peu malvenue, en tout cas, qui a connu une évolution. Pour continuer de répondre, pardonnez-moi, j'insiste un peu, mais je pense que c'est vraiment l'élément absolument essentiel. Sur tout ce qui est non protégé, il ne dépend que de nous de savoir ce que nous voulons transmettre. Et ça vaut aussi pour le patrimoine naturel. En réalité, si on prend le patrimoine industriel, si on prend les églises dans les petits villages, si on prend, on parlait du réseau des théâtres à l'italienne, des lavoirs, des pigeonniers, tout ça, ça n'a pas été construit par l'État, par les collectivités, par le préfet, par les DRAC. Ce sont les communautés locales qui ont construit l'ensemble de ce patrimoine. Et donc, la transmission, et pour compléter et continuer de répondre à Madame la maire adjointe dans la loi, ça ne dépend que de nous. Et donc nous sommes collectivement responsables de ce que nous allons transmettre. À nous de savoir ce qui nous apparaît comme prioritaire, le plus important, le plus précieux, le plus beau pour les générations futures. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Levez très haut la main si vous souhaitez. Mais sinon, il nous reste quand même quelques instants. Ah, il y a quelqu'un là ? Oui, alors on vous écoute, pardon. Alors, il vaut mieux que vous ayez un micro parce que juste ici le micro. Là. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, merci. Moi, j'avais juste une question sur le rôle de l'Union européenne. J'étais curieuse de savoir s'il y avait peut-être un fonds européen ou parce qu'on parle beaucoup de l'État français, du rôle de l'État français. Je me demandais si l'Union européenne pouvait jouer un rôle, s'il y avait, des financements européens. Alors, bien sûr, il y a des appels à projets au niveau européen, il y a différents fonds. Donc, chaque acteur est tout à fait en capacité de pouvoir répondre et porter des projets au niveau européen. Donc voilà, c'est des appels à projets assez classiques. Il y a des lignes pour la culture, très faibles par rapport à d'autres secteurs, mais il y a des lignes, oui. Avec quand même en général la nécessité de déposer des dossiers à 2 ou 3 partenaires. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas déposer un dossier, à la différence des modalités de dépôt de dossier de subvention en France, à l'Union européenne, vous devez constituer ce qu'on appelle dans le jargon un consortium pour bâtir un projet. Enfin, c'est en tout cas le règlement actuel du fonds principal qui s'appelle Europe Créative, mais également des autres fonds. Alors là, on parle un peu presque au passé, puisque le règlement des projets européens va évoluer à partir de l'année prochaine. Et on n'a pas encore, le Parlement et la Commission n'ont pas encore élaboré le nouveau règlement. Donc, enfin, il est probable que cette notion de projets ou trinationaux va subsister. C'est assez logique d'ailleurs, puisque la compétence culturelle européenne, c'est une compétence qui n'est pas une compétence principale dans les traités. Hein.
le traité de Maastricht l'a encore reprécisé. C'est un principe dit de subsidiarité. Ça veut dire qu'on ne se substitue pas aux politiques culturelles des différents États membres, d'où l'idée de ces projets trinationaux. Mais il y a quelques projets européens, notamment pour les collectivités territoriales. S'il y en a ici présentes, mais il faut se dépêcher. L'appel d'offres est clos le 15 novembre, avec un projet qui n'a pas été beaucoup médiatisé en France, qui s'appelle le New European Bauhaus, qui est un projet ouvert aux collectivités territoriales, exclusivement aux collectivités territoriales, dans lequel les collectivités territoriales peuvent déposer des projets culturels avec un niveau de financement qui est tout à fait convenable. Merci Jean-François. Alors il nous reste vraiment quelques courts instants. Je propose de passer la parole là pour conclure, et puis vous pourrez venir discuter un petit peu après la table ronde. Malika, peut-être ? Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de choses. Par rapport effectivement au titre général vers de nouveaux équilibres, je pense que les mots ont été prononcés, c'est très important, c'est vraiment de mieux coopérer entre le privé et le public, d'apprendre effectivement à travailler ensemble. Pour la partie du spectacle vivant que je connais très bien, je pense que c'est encore très insuffisant, même si nous voyons de plus en plus de collectivités venir faire appel au secteur privé pour reprendre des lieux subventionnés. Je pense que ça va s'accélérer dans le temps. Il faut effectivement que le public ne voit plus le privé comme un concurrent, mais plutôt comme un allié pour l'accompagner dans cette transformation qui me semble incontournable. Merci Isabelle. Moi, pour mon mot de conclusion, je reprendrai celui de l'introduction. Je dirais vive le mécénat. Et je pense aussi qu'il faut rester extrêmement vigilant. J'ai parlé d'équilibre aussi dans ce titre. Soyons équilibrés et surtout très vigilants vis-à-vis de ce qui peut se passer à l'avenir. Et je ferai un simple clin d'œil aux plateformes qu'on a évoquées. Ces grandes plateformes qui parfois nous rendent négligents, inattentifs. Et je renvoie ainsi au livre qu'a écrit Françoise Benamou qui s'intitule « Négligence pour une économie de l'inattention ». Je vous recommande parce que c'est très intéressant. J'ai commencé à le lire pas plus tard qu'hier soir et il sera en signature demain ici à Blois. Merci Isabelle pour cette page de publicité. Alexandre. Bon, alors moi aussi je vais vous inviter à lire Madame Benamou. Non, je voulais simplement conclure. Je l'ai dit, je vais le redire parce que c'est une conviction profonde à l'heure où on a un certain nombre d'inquiétudes sur des financements publics, sur une manipulation de financement. L'avenir du patrimoine, l'avenir de la culture au sens générique du terme ne dépend que de nous. Et donc, chacun est acteur et responsable et peut décider par son engagement, par son financement, par différentes modalités de la politique culturelle qui peut être menée à la fois au niveau national, mais aussi dans le plus petit village français. Merci. Alors Jean-François, un mot quand même. Non. Si, volontiers. C'est-à-dire que je trouve le titre de notre table ronde finalement assez optimiste, parce que vers de nouveaux équilibres, je pense que nous, on va rentrer quand même dans une phase dans laquelle la norme va peut-être être celle du déséquilibre plutôt que l'équilibre. Enfin, de la crise n'est toujours une solution, mais je pense que on n'y est pas encore sur la notion de nouvel équilibre. Merci Jean-François. Alors, on n'y est pas encore, mais on a été heureux d'être avec vous, en tout cas, pour cette table ronde. Merci beaucoup d'avoir participé. Et c'était vraiment un grand bonheur. Et en plus d'être dans cette salle magnifique.